Alors, pour analyser la place des loisirs éducatifs dans les familles, moi, j'ai mon habitude, c'est de partir de données, comme on dit, objectives, et qui sont ce que les gens font, et non pas ce que les gens disent. Hein, parce qu'on peut recueillir des avis de personnes qui donnent leur avis sur ce qu'ils souhaitent faire, mais les statistiques des pratiques physiques et sportives qu'on fait à l'INSEP depuis 1985, à laquelle j'ai participé, puisque j'ai travaillé à l'INSEP pendant 20 ans, nous donne les données, si vous voulez, de ce que sont les pratiques effectives. Alors, j'ai, comme ça, pour situer un petit peu les choses, redonné quelques grands éléments. Vous voyez ici le fait qu'effectivement, la France a connu une grande augmentation des pratiques sportives au long des années, à partir des années 70, que ces pratiques se sont diversifiées, c'est-à-dire qu'aux grands sports qu'on pouvait connaître, le foot, l'équitation, l'escrime, maintenant on voit apparaître toute une série d'activités mixtes qui mixent différentes disciplines. Mais aussi, ce qui est très important, c'est les modalités de pratique qui se sont transformées pendant cette époque de croissance, à savoir ce qu'on appelle la déinstitutionnalisation. Le sport n'est plus une affaire de club, c'est une affaire de pratique, qu'on dira libre ou informelle, dans lesquelles les gens s'engagent selon leur bon plaisir. Ces pratiques sont très différenciées socialement. On peut faire un classement des pratiques sportives selon les classes sociales, selon les classes de revenus, selon les diplômes. Ce ne sont pas les mêmes classements. On insistera beaucoup aujourd'hui sur la situation socio-économique, c'est-à-dire qu'on a connu une période de croissance qui est marquée par ce qu'on a appelé les faits des 30 glorieuses, qui aujourd'hui arrive à son terme et qui fait que le poids notamment du revenu prend une importance considérable dans le fait de faire ou de ne pas faire, que l'intégration sociale est une condition nécessaire à la pratique sportive. Alors quand je dis intégration sociale, il ne s'agit pas de parler de politique d'intégration comme on en parle, intégrer les pauvres, intégrer les immigrés, etc. dans des pratiques, non. L'intégration sociale, c'est qu'on fait du sport parce qu'on est déjà intégré socialement. Voilà. Et que les sports renvoient à cette intégration sociale. Donc on recherche dans le sport une intégration souvent qu'on a déjà. Hein, c'est ça le point. Si je suis isolé, je fais moins de sport. Alors, excusez-moi, j'ai dit sport, mais je devrais dire sport et activité physique, on est bien d'accord. Hein, voilà, tout à l'heure, je vous donne un classement des activités. Certains pourront dire que c'est pas du sport, c'est ce qu'on m'a dit pendant des années, c'est pas du sport. Mais c'est des gens qui bougent et ça, c'est important. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on est à la fin d'un cycle, qui était le cycle de la croissance de la pratique sportive. Pour plein de raisons, parce qu'il y a des concurrences entre l'activité physique et d'autres types d'activités, les formes de loisirs qui se développent. Tous ces éléments constituent aujourd'hui un contexte qui n'est pas le contexte favorable des années 70, dans lequel, si on voulait faire quelque chose, en quelque sorte au grand air, c'était du sport, des loisirs, c'était du sport, c'était les clubs. Aujourd'hui, le contexte est radicalement différent. Alors, voilà des chiffres de régimes dictatoriaux, de plébiscites dictatoriaux. Pourquoi est-ce que les gens déclarent faire une activité physique ou sportive? Voilà, parce qu'il y a le plaisir. Hein. Alors, je précise, hein, ces données-là, sauf quelques exemples que je donnerai, ce sont des enquêtes qu'on dit faites en population générale et qui commencent à partir de 15 ans. 15 ans jusqu'à la fin de toute pratique physique et sportive. Donc, ce sont globalement les adultes et les personnes qui choisissent leur activité. Avant 15 ans, globalement, la pratique sportive est une pratique, en quelque sorte, qui est une pratique sous contrainte familiale. Et c'est autour de 14-15 ans qu'on change, un petit peu avant d'ailleurs, à partir de 12 ans maintenant, qu'on décide de quitter le giron familial et de faire ce qu'on a envie de faire. Donc je précise un peu ces données pour relativiser ou situer les résultats. Le motif de la pratique, vous voyez, le plaisir, la santé, l'équilibre, le bien-être, la sociabilité et la compétition qui est la définition même de la vie des clubs sportifs traditionnels, c'est quelque chose qui arrive, qui est toujours présent, qui est très important, mais qui est nettement à relativiser par rapport à l'ensemble des motifs qui expliquent pourquoi les gens font une activité physique ou sportive. Alors, comme ça, petit, j'ai pas voulu faire, j'ai des grands tableaux avec toutes les disciplines, là simplement pour ressortir cet écart qui existe entre ce qu'on fait en club et ce qu'on fait hors club. Alors, vous voyez, en club, sans surprise, le football, c'est le sport le plus pratiqué, et l'équitation est la troisième activité sportive pratiquée en club.
Alors, peut-être ce qu'on peut remarquer, vous voyez, c'est que dans ces activités, vous avez des activités, par exemple, qui vont être très très liées au scolaire. C'est le cas du handball. Des activités qui sont très liées à des motifs éducatifs très puissants chez les parents. C'est le cas du judo. On n'a pas la danse, mais on pourrait mettre effectivement la danse dans les activités qui relèvent aussi de cette attente éducative de la part d'une activité physique. Hors club. Hors club, c'est le marché de Décathlon, hein. C'est le marché des grandes surfaces de sport, la marche, les natations. Alors j'ai mis beaucoup de S, les marches, les natations. Alors les vélos, bon là le vélo, comme ça, par principe, moi je parle du vélo, c'est ma culture ancienne du cycle, mais ce serait aussi les vélos. Hein. Le VTT par exemple a apporté une révolution considérable dans la pratique du vélo. Le ski, la pétanque, le football. Là, le football, seule activité qui soit présente dans les deux tableaux. Hein. Pour le reste, on a des activités qui ont cette caractéristique des pratiques de plein air et des pratiques, pour une bonne partie d'entre elles, de vacances, hein, de loisirs. Alors j'ai situé l'équitation quand même j'étais ici pour parler à deux gens qui sont du milieu de l'équitation, pour situer l'équitation dans les pratiques hors club, ce qui veut dire que de façon générale, l'équitation est une pratique assez populaire au sens d'une pénétration intéressante dans la population, mais effectivement qui dans la pratique hors club est assez loin derrière de ces activités, mais qui relèverait les activités de plein air, des activités aussi qui s'inscrivent, pour une bonne partie, notamment pour ces 1 200 000 personnes, je pense, dans des pratiques liées à l'organisation du temps de loisirs, notamment des vacances. Alors, quelle évolution est-ce qu'on peut attendre quand on a ces données? Il ne s'agit pas de faire la projection, il s'agit de voir comment depuis 85, des choses qui émergent pendant 85 trouvent ou non confirmation dans les décennies qui suivent. Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ne se poursuivent pas les tendances qu'on voit depuis 30 ans, à savoir que les activités vont se diversifier. Il y aura différentes manières de faire les sports qui existent, l'activité qui existe, que les activités croissent par différenciation et par l'indifférenciation. Je pourrais rajouter un point que je n'ai pas mis là, par croisement d'activités. Hein, effectivement, vous avez des activités qui restent monolithiques, les règles sont les mêmes, qu'on fasse du football dans un club ou qu'on joue le dimanche, on reste sur un terrain, on essaie de respecter le hors-jeu. Par contre, pour beaucoup d'activités, on essaie de croiser les activités. Hein, pensez à des activités comme le crossfit, les arts martiaux mixtes, etc. sont des activités qui se développent par croisement d'activités qui étaient différentes, mais qu'on essaie de mélanger. Et l'informalité, c'est-à-dire le fait que le développement des pratiques dans les espaces de temps, les vrais espaces géographiques qu'on peut avoir, vont se développer sur les organisations, non pas du temps des individus. La contrainte des évolutions économiques, celle-là, donc, je le rappelle, elle est fondamentale. On a très très nettement vu dans la dernière enquête 2010 comment effectivement le poids du revenu jouait dans certaines catégories sur le fléchissement de la pratique sportive. Le sport s'est beaucoup démocratisé, mais sa démocratisation s'est stoppée pour les populations qui ont les plus faibles revenus. Ne pas oublier le troisième point, que la ville est notre cadre de vie. Et donc beaucoup de pratiques sportives sont liées à ce que l'espace urbain permet de développer, et notamment ce que l'espace urbain suppose comme économie du temps. L'espace urbain suppose une grande énergie par rapport à l'organisation du temps. Le mode de travail aussi aujourd'hui implique aussi une transformation complète du temps. C'est-à-dire que le temps de la semaine, le temps des vacances, c'est des choses qui sont aujourd'hui déstructurées. C'est lié au déplacement, mais lié aussi au type de contrat de travail. On voit bien par exemple comment certaines activités se développent sur les lieux dans lesquels il y a de l'emploi et dans lesquels on peut utiliser le temps libre, notamment du midi, pour développer certaines activités. Je pense à tout ce qui est du côté du fitness, du badminton, hein, les sports qui se font dans des lieux fermés, le football en salle, sont des activités qui se développent notamment sur les temps, les interstices du temps qu'on a entre le début de l'activité, le repas, le midi, etc.
le développement des jeux de simulation, c'est à la fois une concurrence en termes de temps, mais c'est aussi une concurrence en termes de... Alors, peut-être pas pour les sports de pleine nature, hein, encore que, mais notamment pour les sports de... Le goût de la compétition, les jeux de simulation sont par exemple de très très bons, très grands concurrents, puisqu'on a les jeux de simulation de la compétition. Hein, et on peut organiser des compétitions. On parle même d'introduire les jeux de simulation aux Jeux Olympiques. La croissance de la pratique pour la santé, bon, là voilà, ça c'est, je pense qu'on peut le faire. Et le souci éducatif, en dernier point, je mettrai un point. Là, je n'ai pas mis de point d'interrogation, je devrais en mettre un. Souci éducatif, c'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien tous les débats sur l'école, on voit bien tous les débats sur le fait de savoir si l'école, ce sont des matières scolaires au sens traditionnel, ou ça doit développer d'autres types de vertus chez les élèves. Il y a un grand débat sur l'école, les familles sont prises dans ce débat. Ça signifie quoi d'avoir des enfants? Ça signifie quoi d'éduquer des enfants? Donc cette question-là, elle est présente, même si, effectivement, en dehors de la bonne volonté qu'on peut déclarer, la manière de concevoir le souci éducatif va varier, hein, selon en fait la façon dont les différents milieux interprètent cet impératif éducatif. Alors j'ai quand même pas résisté comme ça, à la tentation de faire un petit diapo sur l'équitation pour des raisons très personnelles. J'ai accompagné ma fille pendant pas mal d'années dans son activité équestre. Alors, j'ai donné ce titre-là, l'équitation, le sport d'avant. Pourquoi le sport d'avant? Parce que lorsqu'on interroge sur une enquête qui concernait les 12-17 ans, qu'on interroge les enfants, les jeunes qu'on interroge à cette époque-là, qu'est-ce que vous faites? Ils donnent une liste d'activités qu'ils font, là, à la date à laquelle on fait l'enquête. Ensuite, on leur demande ce qu'ils ont fait avant, et ils donnent une autre liste. Et on s'aperçoit, vous avez comme ça des activités, alors il y en a qui sont les activités comme le judo, comme la gymnastique, et comme l'équitation, qui sont des activités qu'on faisait avant l'enquête. C'est-à-dire qu'on les a faites quand on était petit, quand on a été initié, mais qui sont celles qu'on ne fait plus maintenant et qu'on a fait avant. Alors je pense que ça concerne en partie une de vos questions, hein, qui est de constater qu'effectivement il y a une pratique importante dans les clubs, mais qu'il y a effectivement une question de passage à un autre niveau de pratique. Et donc voilà pourquoi j'ai intitulé la diapo comme ça. Mais bon, j'ai essayé de mettre un petit peu en parallèle en gros, ce qui pouvait se passer de l'enfance à l'âge adulte et ce qu'on pouvait mettre en parallèle. Bon, c'est comme ça très spontané comme manière de faire. Donc le plaisir est le point de départ, notamment dans le cas de l'équitation, le rapport à l'animal, c'est la particularité donc, qui me paraît extrêmement importante. Ce que j'ai mis du poney au cheval, c'est-à-dire c'est quelque chose qui... alors poney-cheval, hein, c'est une signification qui n'est peut-être pas exactement la même que la vôtre. Du poney au cheval, c'est le passage du moment où l'enfant peut avoir un rapport à ce qui va lui faire le premier rapport avec l'équitation, c'est-à-dire effectivement le poney, et puis petit à petit, finalement, ce poney change d'image, de représentation. Alors, peut-être que c'est un double poney, peut-être que c'est vraiment un cheval après qu'on découvre, effectivement, en termes en toute rigueur. Mais on découvre d'autres enjeux, et ces éléments sont des éléments dans lesquels on va effectivement accepter le passage d'une équitation ou d'un rapport à l'animal qui est fondé sur l'affectif, sur le plaisir, sur un certain nombre d'éléments divers, d'imaginaire, de rêve, etc., à quelque chose qui devient beaucoup plus complexe, qui est celui de la maîtrise d'un être animal, avec ses particularités et ce qu'il convient de faire pour pouvoir arriver à une pratique un petit peu différente. Tout ça sont des éléments dans lesquels qui fait qu'on va surmonter ou pas surmonter. Les finalités de l'apprentissage, loisirs, compétition, mais ça c'est pas une particularité de l'équitation. Toutes les pratiques sportives sont liées à ce problème. Est-ce que c'est agréable de faire? C'est bien de faire pour plein de raisons. Et à un moment donné, et qu'est-ce que tu fais après? Ici c'est de la compétition. Bon voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce qu'on peut continuer à se promener entre les deux éventuellement? Beaucoup de sports sont très peu adaptés au fait de faire une compétition, qui soit une compétition de loisirs en quelque sorte. Découverte de soi et des autres.
Les sports sont une découverte de soi à travers une activité, c'est aussi une découverte des milieux dans lesquels on est. Et ces milieux, voilà, on les apprécie, on les apprécie pas, ces milieux déçoivent. Bon, c'est une expérience aussi qui est importante. On peut être déçu par les gens qu'on fréquente lorsqu'on fait une activité. Pour plein de raisons. Du soutien parental à l'autonomie, oui, c'est ça, voilà. À un moment donné, les jeunes prennent des décisions, ils décident de vivre leur vie, ils ont même les moyens de le faire quand ils commencent à travailler. Et donc la question, ça se pose, c'est qu'effectivement, on peut avoir une passion pour l'équitation, mais on a aussi d'autres types de passions, c'est-à-dire le travail dans lequel on s'est engagé, les études dans lesquelles on s'est engagé. Et là, toute la question sera... Et là où on a une économie du temps, et vous voyez bien comment cette économie du temps, elle est liée aussi à l'économie de l'espace, qu'elle est une économie simplement bêtement économique, de ressources. Qu'est-ce que je peux faire comme activité? Est-ce que je peux doubler? Est-ce que je peux m'investir de la même façon pour pouvoir faire les activités que je souhaite? Donc du coup, vous voyez bien un peu les bascules que ça fait de l'organisation hebdomadaire à des organisations qui vont être liées au temps de vacances, et ensuite dans les temps de vacances, est-ce qu'effectivement il est possible de faire toutes les choses qu'on veut, moyennant les sociabilités que je vis, moyennant le cadre dans lequel je suis. Et puis voilà, donc le dernier point, c'est ça, c'est le passé, ce qu'on faisait avant, ce passé, est-ce qu'il peut être réinvesti ou non dans le présent, dans une activité. Donc est-ce que ce que j'ai appris dans ma première phase d'apprentissage d'une activité, est-ce que cette activité, je peux la réinvestir? Et on voit que, par exemple, effectivement, il y a certaines activités sportives qui font que les gens restent sportifs. C'est peut-être pas les mêmes, mais ils peuvent avoir l'activité, la reprendre à un âge plus élevé, ou abandonner totalement l'activité. Je suppose que l'équitation peut être un sport dans lequel on peut effectivement, moyennant l'apprentissage, ensuite retrouver, lorsqu'on a la possibilité, de le réinvestir dans d'autres formes. Du côté des parents, voilà, faire pratiquer, qu'est-ce qu'on fait? Pratiquer ce qui plaît aux enfants ou ce qui plaît aux parents? Quelles sont les attentes des parents? Les attentes des parents peuvent être éducatives, mais je l'ai dit, les attentes éducatives, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que dans les attentes éducatives, il s'agit d'occuper du temps ou il s'agit effectivement de préparer un avenir? Est-ce que cet avenir, c'est quelque chose qui va effectivement être lié à une certaine image du milieu social que l'on doit fréquenter, ou est-ce que c'est lié à l'aventure que constitue le fait de mettre les enfants dans une activité sportive dans laquelle ils se sentiront à l'aise? Et puis l'expérience des parents, c'est aussi celle de... Et ça, c'est pas seulement l'équitation, c'est tous les sports. C'est lorsque j'accompagne mes enfants, qu'est-ce que je rencontre comme personnes qui accompagnent leurs enfants? Et en quoi, effectivement, cette nouvelle sociabilité qui est contrainte, j'ai pas choisi, j'y vais parce que j'accompagne mon enfant, pas parce que j'ai choisi de fréquenter certaines personnes, eh bien cette fréquentation, cette sociabilité peut me plaire ou me déplaire, et inciter plus ou moins les enfants à se retirer de l'activité ou à considérer à ne pas encourager l'activité. Et puis bien évidemment les coûts monétaires et temporels de l'activité, je l'ai déjà dit, mais accompagner en région parisienne sa fille pour trouver l'endroit qui lui permettra de lier à la fois scolarité, études, début au travail, etc. et pratique de l'équitation, c'est une activité qui est très coûteuse en temps pour les parents. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui peut, de manière autoritaire de la part des parents, stopper une activité ou en tout cas rendre la chose difficile et que les enfants comprendront à certains moments que c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà. Donc on est dans comparer les attentes des parents, attentes éducatives, on en évoquait ce matin là aussi, ou hier soir. Voilà, est-ce que avoir un galop, est-ce qu'avoir comme en ski une étoile, tout ça, c'est des choses qu'on va considérer comme étant éducatifs. Quel est le poids éducatif de ces choses? Est-ce que c'est simplement la garantie pour les parents qu'il se passe quelque chose de sérieux parce qu'il y a une médaille, une récompense à la fin? Est-ce que c'est ça, hein? Donc, est-ce que ça suffit pour définir un aspect, une attente éducative vis-à-vis d'une activité? Et puis je terminerai sur cette diapo sur le club du XXIe siècle. C'est très ambitieux. Ce titre-là vient du football. Hein. Voilà, le football, à un moment donné, vis-à-vis de ses problèmes, s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'un club de foot aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu, si vous voulez, ce que
les groupes de travail avaient abondé à l'époque, c'était posé comme question. Bon, ben voilà, il y a des choses, je pense qu'on va retrouver. La double contrainte, c'est à la fois attirer et retenir. Attirer, c'est facile, on peut faire des chiffres où tous les ans on augmente son nombre de licenciés, et puis après on fait les comptes pour savoir combien sont restés, combien sont partis. Bon, ça c'est un grand classique des clubs. Comment est-ce qu'on répond à la demande sociale d'éducation et d'intégration? Dans le cas de football, c'est fondamental. Là, pour le coup, l'intégration, ça se pose dans la question de, comme on dit, la problématique des banlieues. Dans un club de football en Seine-Saint-Denis, c'est, par exemple, constater que la pratique du football est une pratique qui concerne les jeunes issus de l'immigration. Il y a un certain nombre de familles pour qui c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Ils n'ont pas envie que ça se passe comme ça pour leurs enfants, etc. Donc voilà, l'intégration, elle est dans les deux sens. Hein. Quel milieu d'intégration je vise, quel milieu fréquente cette activité. Bon, c'est le football. Hein. Et éducation. Éducation, là encore le football. Est-ce que j'éduque? Est-ce que le football éduque? Bon, la question. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer par le football? Premier point. Deuxième point, le club accueillant pour les pratiquants. Bon, admettons qu'il soit accueillant pour les pratiquants. Il reste tout ce qu'il faut, les douches, etc., les vestiaires, parfait. Est-ce qu'il y a des lieux auxquels on peut faire autre chose que se préparer pour l'entraînement, pour la séance? Les familles, les différents niveaux de pratique et qui favorisent la sociabilité. Alors dans le football, par exemple, c'est beaucoup de questions, mais ça en équitation, ça c'est pas le problème, c'est ce qu'on découvre en équitation. Il y a les clubhouses. Voilà, et ça, il n'y a pas ça il y a beaucoup de sports qui n'ont pas de clubhouse, qui n'ont pas ces endroits dans lesquels on peut à la fois attendre ses enfants quand ils s'entraînent ou les regarder quand il fait beau, c'est pas grave, mais on peut discuter avec d'autres personnes. Qu'est-ce club accueillant? Donc on pourrait dire c'est ça, ce nouvel équilibre entre les compétitions. Bon, parce que ça c'est une des composantes fondamentales du sport, mais relative. La sociabilité. Il ne faut pas oublier que le sport, c'est de la sociabilité. Son origine et sa popularité, c'est parce que ça produit de la sociabilité. Et puis du loisir, parce que, on avait vu, c'est le plaisir, c'est occuper le temps, c'est se faire plaisir, c'est être en bonne santé, etc., quelle que soit l'activité qu'on va faire. Je pense à ça, c'est le nouvel équilibre compétition. Hein, par exemple, c'est l'Aviron. L'Aviron est un club qui a beaucoup de succès après les Jeux Olympiques. Parce qu'on voit c'est très très beau de voir l'aviron. Puis en plus, on apprend que l'aviron, c'est très bien, ça développe de manière harmonieuse le corps. Je sens que ça va finir, et je vais quand même terminer sur l'aviron. On ne sait pas en aviron analyser les difficultés que constitue le fait que l'aviron est un sport collectif, qui a des contraintes. Et on ne sait pas quoi faire des gens qui résistent aux épreuves de l'automne. En aviron, c'est terrible l'automne. Il fait plus beau, il pleut. Hein, c'est terrible, il fait froid, et on est sur les bateaux. Et il y en a qui résistent. Et ceux qui résistent se retrouvent abandonnés, en quelque sorte. Parce qu'ils ne sont pas assez compétitifs pour continuer. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà. Donc, vous voyez, voilà quelque chose qui est que faire des gens qui veulent bien faire mieux, s'investir, mais qui ne trouvent pas, en quelque sorte, l'espace dans le club pour pouvoir se livrer à une activité qui soit équilibrée entre le loisir et puis la compétition. Hein, c'est un engagement un peu plus élevé. Les vertus de la polyvalence, voilà. Bon, ça c'est un thème aussi qui est très très classique, développer de nouvelles compétences dans les clubs. Il faut à la fois être un technicien, mais en même temps être un pédagogue, être un éducateur, avoir une vue sur l'extérieur. Et donc, qui est finalement cette leçon, sortir de l'entre-soi. Hein, voilà. L'expérience, moi, que j'ai des enquêtes auprès des clubs, qui peut être fait dans des classes différentes, c'est que, en fait, un club, souvent, c'est une île. Voilà, c'est une île. C'est une île qui se préoccupe de ces problèmes, qui en a. Il y a ces questions, hein, gérer une compétition, entraîner, se poser, donc j'imagine pour un poney club ou un centre équestre, il y a des tas de problèmes qui sont très spécifiques à l'activité. Mais voilà, donc il y a plein de raisons de rester entre soi. Or, en fait, parce que les gens sont des gens qui veulent faire plusieurs types d'activités, qui peuvent avoir plusieurs passions, eh bien, il faut redonner, par exemple, une certaine force à quelque chose qu'on appelle multisport. Or, on voit un club multisport aujourd'hui, c'est un club dans lequel les sports sont en concurrence les uns avec les autres.
pas un club où les gens peuvent faire tous les sports. C'est un club dans lequel le basket essaie de piquer des gens au rugby, etc. Voilà, bon, qu'ils demandent tous les meilleures subventions à la municipalité parce que ce sont les meilleurs. Donc c'est redonner en quelque sorte cette idée qu'il y a une unité sportive en quelque sorte, une unité de l'activité physique. Donc ça compte à l'association, ça compte à les institutions socio-éducatives, tous les éléments qui sont les éléments qui sont de lien avec l'environnement, de façon à ce qu'effectivement ces différentes attentes de santé, de loisirs, d'occupation du temps, d'économie du temps puissent se trouver à se réaliser dans quelle que soit l'activité physique ou sportive qu'on pourrait vouloir développer. Je vous remercie, j'ai évité la guillotine. Vous l'avez évité parce que j'ai été magnanime. On peut vous applaudir. Patrick Mignon.